aura 4 intervenants qui sont impliqués dans le cadre du projet lauréat de l'appel à projet 100% inclusion, un projet lauréat de cet appel à projet qui s'appelle donc le projet 12 parcours sans couture sur 4 territoires apprenants. Donc, je vais laisser Julien et Valentin présenter plus précisément après. Et à la suite de ce temps, on va également prévoir un temps de questions, de réactions, de remarques aussi de votre part. Donc, n'hésitez pas tout le long de la présentation à poser vos questions via le chat, onglet conversation de Zoom. Et on va prendre un temps à la fin des présentations pour synthétiser ces questions, synthétiser ces remarques et permettre les échanges. Et donc, pour cet atelier, nous allons avoir 4 témoins. Donc, Valentin Bernard de Let's Hub, Julien Tessier de la Ligue de l'enseignement, Alexandre Philippe du Centre de formation et de professionnalisation de Grand Paris Sud, Anne-Marie Long de l'association Trajet, donc basée près de Nantes. Avant qu'on commence, je vous propose juste de faire un tout petit test de micro parce que je ne voudrais pas que au fil de vos présentations, vous ayez des petites difficultés. Est-ce que tous les cas, vous pourriez juste tester vos micros, dire bonjour ou quelques mots? Bonjour Margarita. C'est bon pour Julien. Ouais. Bonjour à tous. Bonjour Valentin. Bonjour. Bonjour Anne-Marie. C'est bon, on vous entend bien, oui. Et Alexandre. Ah non, on n'entend pas. Alexandre, si vous voulez bien, on va peut-être commencer, on va peut-être démarrer de toute façon, avec l'introduction par Julien et Valentin sur le contexte national. Et donc après, Alexandre et Anne-Marie nous expliqueront un petit peu plus concrètement sur le terrain comment vous œuvrez. Est-ce que vous pourriez peut-être tester votre micro, enfin voir s'il y a... Oui, enfin, d'ici là, je ne sais pas ce qui est le mieux. Je reste à votre disposition via l'outil conversation. Je vais vous écrire en privé et je vous laisse la parole. Donc, Julien et Valentin. Ok, merci Margarita. Merci aussi à Romane et à Nancy pour de nous avoir conviés. Effectivement, nous, on mène un projet dans le cadre de 100% inclusion qui s'appelle 12 parcours sans couture sur 4 territoires apprenants et donc qui est piloté par la Ligue de l'enseignement, en l'occurrence moi, et du coup qui se situe sur 4 territoires, Nantes, Tours, Paris-Terre d'Envol dans le 93 et Grand Paris Sud qui est à cheval entre le 91 et le 77. Et on vise à accompagner 400 apprenants, 400 personnes. Les bénéficiaires, on les appelle des apprenants. Donc, on va accompagner 400 apprenants et on en a déjà accompagné une bonne partie. D'ailleurs, on est plutôt sur la fin du projet que sur le début. On a dépassé la moitié du projet. Et l'objectif, c'est d'aller du repérage de ces personnes, de ces apprenants, jusqu'à l'emploi, la formation, la reconnexion avec le service public de l'emploi et ainsi de suite. Et du coup, l'appel à projet 100% inclusion cible les invisibles. Alors, ce qu'on appelle les invisibles, c'est les invisibles du service public de l'emploi, mais ils sont pas invisibles pour tout le monde, évidemment. Et donc, l'enjeu, c'est de voir, de repérer les jeunes-là, et puis ensuite de les accompagner par différents moyens en fonction de leurs besoins, jusqu'à, encore une fois, l'emploi, la formation. Et donc, pour ce faire, on est parti du principe que personne n'avait la capacité à faire toutes ces étapes, mais qu'il fallait plutôt relier des expertises. Et donc, on a monté un consortium. On est 18 partenaires dans ce consortium. Et du coup, avec des expertises différentes, ça va de l'association implantée dans les quartiers ou très micro-localement, j'ai envie de dire, et qui connaît donc très bien les habitants et donc pour qui personne n'est invisible, en passant par des structures qui sont plus
en mesure de proposer des activités de remobilisation, des activités de remise à niveau, des activités d'éducation populaire, on va dire, des organismes de formation également qui proposent des façons un peu innovantes de former, de créer de l'immersion et d'ailleurs Alexandre pourra en parler. Et puis l'ANSA qui est notre évaluateur embarqué dans cette aventure, et puis l'EdSub qui est la structure, la plateforme numérique qui appuie l'ensemble de nos actions et qui nous permet justement d'être reliés par le numérique. Alors, avant de donner la parole à Valentin qui va pouvoir expliquer un peu plus en détail comment tout cela fonctionne, et puis Anne-Marie et Alexandre qui vont nous donner les approches vraiment de terrain, d'accompagnement des personnes et, euh, et de façon assez nouvelle. Juste dire que pour être dans le thème de la coopération, effectivement, c'est un peu le point de départ et le point d'orgue de notre consortium que de coopérer. On parle d'accompagnement collaboratif et vraiment l'enjeu, c'était de pouvoir relier ces expertises. Et pour relier ces expertises, ça nécessite, alors c'est déjà bien de se le dire, de se dire qu'il faut le faire, qu'on a envie de coopérer. Souvent, c'est pas trop. Jusque-là, on y arrive. Hein. En tout cas, nous, sur les 18 partenaires, on avait envie de travailler ensemble. Après, ça veut dire quoi travailler ensemble? C'est pas juste de se le dire, c'est aussi de changer sa posture. Et ça, c'est plus compliqué, c'est plus long aussi. Et changer sa posture, ça veut dire se préoccuper de celui qui va intervenir avant et se préoccuper de celui qui va intervenir après. Déjà le connaître, comprendre comment il travaille. Quand je dis celui, c'est la structure qui va travailler avant et celle qui va travailler après, puisque les apprenants, au final, ils passent d'activité en activité, de structure en structure. Et le constat qu'on avait fait au départ, c'est que quelles que soient les structures qui accompagnent, à chaque fois, il faut repartir à zéro, se représenter, réexpliquer pourquoi on est là, souvent redire tous ces échecs. Et puis, finalement, les choses sont assez peu capitalisées par les uns et les autres. Donc, l'objectif ici, c'est de faire en sorte que chaque étape soit constructive, soit capitalisée et puisse participer à muscler, comme on dit, le profil des apprenants. Et donc, ça nécessite que chaque acteur dans cette chaîne veille à s'inscrire dans cette chaîne et à être attentif à ce qui se passe avant et après. Donc, c'est pas anodin et ça nécessite vraiment un travail et donc un changement de posture. Et puis, en termes de coopération, c'est aussi de savoir qu'est-ce qu'on veut faire réellement. Est-ce que on veut amener les gens au travail, répondre à des indicateurs euh, plus ou moins obsolètes qu'on nous propose, ou alors ça veut dire, et nous c'est plutôt le chemin qu'on a pris, travailler sur l'estime de soi, et l'ANSA nous a beaucoup aidé dans ce sens-là, travailler sur l'estime de soi, sur la confiance, sur l'autonomie, pour faire en sorte que ces jeunes, peut-être qu'à la fin des 8 mois d'accompagnement, ils sont pas dans un emploi durable, ce qui est considéré comme l'indicateur de sortie positive, hein, un des principaux indicateurs de sortie positive. Mais en tout cas, ils sont autonomes, ils ont un peu plus confiance dans le système, ils vont être beaucoup plus ouverts à l'idée d'être accompagnés par qui que ce soit, du coup, ce qui va leur permettre finalement de manière durable de pouvoir avancer dans leur cheminement. Et donc la coopération, elle nécessite aussi de changer de posture vis-à-vis des financeurs, vis-à-vis des partenaires institutionnels. On a entendu ce matin que l'État se mettait de plus en plus dans une posture de facilitation, et je pense qu'on peut vraiment, je peux témoigner du fait que c'est le cas. Ils nous aident beaucoup, ils nous donnent les espaces
pour échanger, pour proposer des initiatives. Et la convention en elle-même est une façon de nous laisser la place à l'expérimentation, de pouvoir, on a eu la possibilité de faire évoluer notre projet à mi-projet, de faire évoluer les indicateurs, les mécaniques de financement et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment, enfin, j'observe vraiment en tant que coordinateur de ce projet que l'État se met en facilitation et ça donne ça nous responsabilise aussi à leur faire part de nos difficultés, à pas masquer et pas montrer que les belles choses, mais aussi démontrer toutes les difficultés auxquelles on fait face et documenter tout ça pour que en échange, ils puissent aussi progresser eux de leur côté. Et donc, c'est vraiment la dynamique dans laquelle on est. Et encore une fois, très aidé par l'ANSA dans ce sens-là, dans la capacité à documenter ce qu'on fait, nos réussites comme nos échecs, et de les faire remonter pour vraiment jouer le jeu de cette de l'innovation sur les politiques publiques et à commencer par créer aussi et faire apparaître de nouveaux indicateurs comme ceux que j'évoquais. Voilà, c'était juste une petite intro pour coller à ce qui se disait ce matin que je trouve assez intéressant et pour montrer l'autre côté de la pièce à la fois est une façon de témoigner sur le fait que c'est réel, c'est pas juste des paroles en l'air. Après, ça ne solutionne pas tout, hein, je vous rassure. Il reste encore pas mal de difficultés, d'inertie et tout ça. Mais cette posture de facilitateur est réelle et de notre côté, vraiment documenter ce qu'on fait, les réussites comme les difficultés. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de vous parler de comment on utilise les open badges pour reconnaître le potentiel de ces apprenants qui sont invisibles. Le terme est vraiment pas terrible, mais et qui ont pour autant un potentiel comme n'importe quel être humain. Donc, je vais laisser la parole à Valentin pour aller un peu plus loin. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfait. Oui. Donc, simplement, je vais vous donner un peu des repères sur le travail de nos super participants, donc Alexandre et Anne-Marie, qui étaient à la fois coordinateurs et animateurs pour le coup. Donc, il y a eu des rôles qui se sont croisés à Nantes et sur Grand Paris Sud. Simplement, donc, avec les différents acteurs, donc, je vous ai montré un peu le nombre de personnes qui s'étaient mobilisées. On a fait un travail assez simple avec eux. C'était donc d'identifier finalement des badges qui étaient donc là pour attester des compétences que les participants, donc apprenants, allaient pouvoir acquérir ou démontrer lors des activités qu'on leur proposait. Et donc ça, pour faire ce petit travail, il y avait donc 3 rôles qui étaient répartis, donc coordinateur, animateur, apprenant. Et finalement, ce qui en résultait, c'était un profil donc, qui appartient à l'apprenant sur lequel il retrouve en fait aujourd'hui les différentes attestations qu'il a obtenues au cours de son parcours. Et on travaille donc sur des CV et des candidatures pour mettre en forme ces éléments valorisants pour lui et qu'on essaie de travailler donc, pour qu'il s'approprie finalement les étapes de son parcours et surtout ce qu'il a fait, ce qu'il a gagné, ce qu'il a démontré, ce qu'il est maintenant. Et après, pour que l'aider finalement à pointer un peu la prochaine étape. Et on a créé des formats, vous voyez ici un peu on a revisité un peu à notre sauce le CV à partir de finalement ces éléments qualitatifs du parcours pour présenter ces apprenants donc par rapport au métier qu'ils souhaitaient faire. Donc sur les CV, vous allez voir, on retrouve donc le choix de métier ciblé, les contacts de la personne et donc les quelques badges qu'ils souhaitent présenter aux recruteurs sur lesquels donc qui s'est approprié et qu'il souhaite donc mettre de l'avant et les offrir donc à l'entreprise sur laquelle il peut travailler ou du moins pour montrer ce qu'il a été capable de faire. Et après donc une attestation d'un professionnel qu'il a rencontré et quelques expériences qu'il a eues dans son parcours, que ce soit dans le cadre du 100% avec nous, même avant. On a été valorisé souvent aussi d'autres expériences, notamment sportives, qui étaient assez parlantes et surtout que l'apprenant était capable de s'approprier pour se valoriser avec les badges qu'il avait gagnés.
Donc, sans plus attendre, j'ai passé la parole à Alexandre, qui va un peu plus vous donner des éléments concrets sur comment on l'a fait pour une cohorte à Grigny sur la petite enfance. Est-ce que maintenant vous m'entendez? Oui, Oui, très bien. Ouais, ça va. Alors oui, comme on a réussi, Valentin, c'est ça le bon mot, on a réussi. Donc oui, nous sommes partis, nous, sur une passerelle mixte petite enfance, service à la personne. Alors pour le coup, tout à l'heure, Julien parlait des partenaires, mais pour réussir à travailler tous ensemble, on est parti du principe que toutes les actions collectives, tous les partenaires étaient présents. Donc, à chaque fois qu'on réunissait ou les tuteurs ou les apprenants, il y avait la MDF, l'ANSA, l'EDSUB et les représentants de la municipalité, puisque c'est la municipalité de Grigny qui a accueilli les apprenants. On a formé les tuteurs à la formation en situation de travail pour qu'ils puissent à la fois les accueillir, mais aussi les évaluer, parce que ce n'est pas exactement la même chose. Avec les tuteurs, on a pu déterminer quelles étaient les compétences essentielles pour travailler auprès des personnes, puisque la petite enfance, bon, c'est les jeunes enfants de moins de 6 ans, et le service à la personne, ça va être les personnes dépendantes, majoritairement des personnes âgées, mais pas que. Et il y avait un certain nombre de compétences nécessaires à acquérir. Donc, en fait, on est d'abord parti des métiers envisagés pour tirer un certain nombre de compétences pour essayer de les faire reconnaître. Donc, on a créé des situations de travail qui allaient permettre aux évaluateurs tuteurs de valider les compétences ou pas des apprenants. Donc voilà, oui, je vois là sur le diapo, auparavant, bien sûr, on n'a pas envoyé les apprenants directement auprès des enfants. Il y avait un petit préalable, donc on leur a donné quelques connaissances de base pour qu'ils puissent notamment se positionner, connaître ce qui est possible ou pas de faire, et également leur présenter l'ensemble du bassin d'emploi. Là, la MDEF nous a pas mal aidé aussi là-dessus. Voilà, à l'issue de cette passerelle, alors tout le monde n'a pas validé en fait son orientation première. Il y en a deux qui ont souhaité aller voir ailleurs dans un autre parcours, ce qui était intéressant. Il y en a une, ben, en fait, elle est en train de passer sa VAE. Je sais qu'elle est suivie et aidée en cela par la MDEF. Et on en a également 8 qui vont se présenter au prochain chantier d'insertion petite enfance que va présenter le CFP. Ce qu'il y a de bien avec ce modèle-là, c'est qu'elles repartent avec des choses tangibles, elles ont des reconnaissances de compétences, et ce que l'on a pu remarquer sur le dernier jour, c'est qu'elles se sentent toutes capables. Alors, c'est un mot un peu courant, mais ce n'est pas anodin. Vraiment, elles se sentent capables de continuer, capables de faire autre chose et de s'orienter, de se lancer dans une formation et de sentir comme ça la confiance en soi, parce que Valentin était là lors de ce dernier jour, hein, il pourra en témoigner. Il y avait vraiment une énergie assez intéressante. En tout cas, moi, de mon point de vue, et c'était vraiment l'objectif. Donc, bah, toutes ces personnes-là ont initié un parcours et ont envie de le poursuivre. donc ça, on a pu, en fait, avec des temps de célébration, comme dirait Julien, avoir des vrais moments d'appropriation de ce qui s'est passé, où elles avaient le temps, finalement, de revenir sur bah, les avis, comme on vous l'a présenté avant. Et on a eu aussi une personne qui était venue donc, pour avoir un échange en direct. On a quelques vidéos, donc éventuellement, on pourra vous les partager. On a filmé un peu nos séances pour Pas tout. vous donner un peu pas tout, mais il y a eu des petits morceaux, il y a eu des petits couacs de son, mais on a réussi à se rétablir parce qu'on avait préparé le coup après. Finalement, ça, le travail, ça a été de mettre en forme ensuite, bah, surtout de s'approprier ces différents éléments et après de les mettre en forme pour bah, être sur la prochaine étape. Donc, que ce soit donc, le CAP ou du travail tout de suite selon les besoins des personnes. On est vraiment parti de ces attestations, de ces badges qui ont été donc attestés pour ouvrir les champs du possible et que la personne justement bah, s'arme de ça pour ses prochaines étapes.
Et pour Merci, rebondir, Alexandre. Valentin, juste pour faire un dernier lien, donc on va organiser d'autres passerelles, notamment une spécifique petite enfance et une restauration, avec comme ambition de faire valider ces badges de compétences en module de Cléa. Donc, on fait cette expérimentation-là, le 10 et le 11 avril avec l'INFREP. Je crois que Julien, je ne t'ai pas donné la date. Mais voilà, donc on avance. Et ce qui est bien, c'est que ce ne sont pas des actions figées. On peut vraiment les adapter et vraiment les rendre uniques. Merci, Alexandre. Donc, on va maintenant donner la parole à Anne-Marie qui donc, était sur un autre territoire, celui de Nantes, et qui est donc au sein des ateliers trajets, et qui donc a eu une toute autre approche, mais qui est surtout un autre public. Je te laisse la parole, Anne-Marie. Merci. Donc, moi, je travaille dans un chantier, c'est un chantier d'insertion sur les métiers du bâtiment et sur aussi les métiers de la menuiserie, donc support maçonnerie, menuiserie, seconde œuvre, peinture. On a également des possibilités d'accueillir du public sur la cuisine et sur les espaces verts. Voilà. Et donc, notre public, donc les 12 personnes, les 12 apprenants, sont venus pour intégrer le chantier et donc ont pu découvrir tous les ateliers. Ils ont choisi leurs ateliers et donc participer aux ateliers. En parallèle, on a pu faire un travail avec les encadrants. Comme vous avez vu, l'apprenant découvre les badges à décrocher, découvre les badges, mais découvre les métiers. Et en parallèle, les encadrants qui attestent les badges décrochés pendant les activités, eh bien, ils ont pu eux-mêmes faire un travail sur les différents badges. Ils ont pu aussi s'approprier les badges et beaucoup se concerter et échanger entre eux pour savoir leur métier, un maçon, qu'est-ce qu'il doit, quelles sont les bases de connaissances ou les bases de compétences qu'il faut avoir pour pouvoir exercer ce métier-là. Voilà. Donc, c'était un petit peu la première porte d'entrée pour permettre aux apprenants de découvrir les badges, de découvrir le métier et ensuite de pouvoir s'approprier le métier grâce aux badges. Moi, j'ai eu un public qui était très étranger, principalement des personnes soudanaises ou érythréennes. Et l'apprentissage du français, c'était compliqué pour eux. Donc, il fallait les aider à mieux connaître le vocabulaire professionnel, à utiliser les bons mots, à être plus efficace, à comprendre les consignes et surtout à pouvoir concrètement réaliser le métier simplement, quoi. Donc, et les badges, ça les a beaucoup aidés parce que ça leur a permis de voir concrètement ce qu'ils avaient pu obtenir comme badge, ce qu'ils avaient gagné et comment ils pouvaient vraiment se les approprier et se dire « Ah ouais, ça, je suis capable, je suis capable de faire, de comprendre des consignes. Bon, alors là, il faut peut-être que je travaille sur mon assiduité ou ma ponctualité parce que là, je vois que mon badge horaire, je suis un petit peu en retard, donc il faut que je travaille dessus. Et de pouvoir aussi s'apercevoir, je suis rigoureux, je suis capable de réaliser des consignes, tout ce qui a été ces badges, ça les a permis de vraiment s'approprier leur travail et de pouvoir échanger dessus. Et l'étape d'après, avec ces badges, donc les encadrants qui se sont occupés de ces personnes-là ont pu attester en disant oui, tu es capable de ça, tu sais le faire. Donc c'est aussi très valorisant pour eux d'avoir une personne qui atteste de ce qu'ils savent faire. Ça les valorise énormément. Et en même temps, après, ça les aide aussi à aller négocier auprès d'un employeur et de pouvoir dire moi, voilà,
j'ai des personnes qui ont pu attester de mes compétences, ont pu dire que je suis capable d'eux, et maintenant je vais voir un recruteur pour dire, ben voilà, ça c'est bon, c'est acquis, j'ai encore mon parcours à poursuivre, et j'ai encore des choses à apprendre, des choses à améliorer. Il faut peut-être que je prends conscience que là, il faut vraiment que je bosse mon français parce que c'est primordial pour mon travail. Il faut que je sois vigilant vis-à-vis de bien comprendre les consignes, de bien respecter les règles de sécurité sur un chantier, ça c'est primordial. Et pour ensuite être plus capable de pouvoir expliquer ça à des entreprises. Aujourd'hui, au niveau des entreprises d'insertion, et notamment les entreprises d'intérim, il y a quand même un travail qui va être fait avec eux pour pouvoir comment dire, Mobiliser. comment on peut faire avec où on en est là par rapport à les entreprises d'intérim? En gros, on a travaillé sur identifier des postes sur lesquels elles pouvaient prendre des personnes que nous, on avait rencontrées. Et on a essayé d'identifier finalement les attendus des entreprises, donc là où elles avaient besoin d'être sécurisées pour pouvoir prendre les personnes que nous, on avait attestées déjà en chantier, en atelier collectif et en atelier individuel. Donc, par exemple, Anne-Marie, là, par exemple, par rapport à City Intérim, on a eu des premiers retours finalement d'entreprises. On a organisé des petits déjeuners avec elles pour identifier quelques secteurs métiers. Donc, on a vu qu'il y avait le BTP, notamment sur les postes de manœuvre, mais aussi aide-plombier pour lesquels ils étaient intéressés de travailler sur cette approche de badge. Et donc là, il y a tout un travail d'identification finalement des quelques badges attendus et des irritants quelque part. C'est-à-dire les badges où il faut vraiment que la personne soit au point pour qu'eux, ils puissent la prendre de manière sécurisée. Donc là, il y a toute une logique aussi avec l'IAE, c'est-à-dire que là, il y a la plateforme MeToo qui a été lancée et on voit bien qu'il y a des attendus sur lesquels il y a ce lien de confiance à créer entre l'entreprise et finalement l'équipe encadrante qui a suivi la personne. Anne-Marie, est-ce que tu veux nous parler justement du retour de City Intérim et du coup, pourquoi c'est nécessaire d'aller plus loin avec eux? Pourquoi? Parce que là, c'est aussi, on est quand même que sur une phase de sensibilisation, et là, je vois qu'Intérim, ils sont prêts, donc une autre entreprise intérim est prête à travailler sur cette notion de badge, et ils commencent peut-être à se rendre compte que ça peut être intéressant pour eux. Donc ça, c'est vraiment, c'est super bien. C'était un peu l'objectif qu'on avait. Hein. Julien, tu vas pouvoir me dire aussi que c'est quand même le boulot qu'on a fait au niveau des petits déjeuners, de la rencontre. Moi, j'étais super contente de savoir que l'intérim derrière en voit l'intérêt, ou déjà s'intéresse à cette dimension-là. Et après, on en est sur la phase, c'est les personnes, comment elles s'approprient les badges et comment elles vont pouvoir aussi négocier avec les entreprises. Et là, on en est vraiment sur cette phase-là, parce qu'aujourd'hui, il y a 4 personnes dont je m'occupe qui sont en entretien ce matin avec des entreprises. Donc, c'est vraiment important, parce que là, il y a vraiment de l'emploi derrière, quoi. Donc ça, c'est super intéressant. Et puis, aider les autres à continuer à construire cette notion de badge et de valoriser leur parcours avec ça. Et en fait, on se rend compte, pour rebondir sur ce que tu dis, Anne-Marie, dans la relation avec les entreprises, on se rend compte que non seulement elles sont intéressées par le badge, alors d'une part parce que, in fine, ça permet de sortir ce qu'on appelle nous les CV badgés que vous avez pu voir à l'écran et qui sont en fait qui permettent de valoriser des compétences de manière assez esthétique, et finalement elles disent qu'elles ont souvent, elles reçoivent des CV souvent sous format Word avec 2-3 lignes. Voilà, c'est pas la plupart des gens qui les accueillent n'ont pas forcément toutes les compétences qui vont bien pour se mettre en valeur. Ce qui ne veut pas dire qu'elles n'ont pas de potentiel, c'est juste qu'elles ne savent pas le mettre en valeur. Donc là, c'est une façon assez
finalement assez simple de les mettre en valeur, ne serait-ce que par la forme et par l'esthétique. Et donc, ça parle, en fait. Ça permet de créer un langage commun assez rapidement avec les entreprises. Donc ça, c'est un premier point. Et puis le deuxième, c'est qu'elles nous disent, ces agences d'intérim, mais en fait, du coup, on peut aussi partir du principe qu'une mission intérim est une expérience apprenante qu'on va pouvoir valoriser via des badges également. Et donc, là, le test qu'on va mettre en place, c'est aussi de faire en sorte que les entreprises qui accueillent sur une mission d'un mois ou deux un aide-plombier ou une personne sur des missions de recyclage ou de tri ou je ne sais quoi, vont pouvoir, à l'issue de cette mission, attribuer un certain nombre de badges sur le respect des consignes, le respect, la capacité à travailler en équipe, peu importe d'ailleurs le contenu des badges. Et ce qui fait que la mission va être d'autant plus utile pour… et surtout, on capitalise toujours chaque expérience est une façon de renforcer le profil et de valoriser à chaque fois un peu plus le potentiel des personnes qu'on accompagne. Donc là, l'exemple que vous avez, Valentin a mis sur l'ordinateur, c'est ce que je vois, c'est une personne qui est d'origine, je pense, étrangère, qui a un parcours très riche, qui est en France depuis 2 ans, qui est intéressée par la cuisine, qui a montré de réelles compétences dans le domaine de la restauration. Nous, on a sur notre structure un restaurant d'application, donc il a pu travailler sur notre structure et il a pu aussi, donc, notre encadrante qui l'a accueilli pendant un mois et demi, 1 jour par semaine, a pu faire un commentaire, donner son impression, parler sur son expérience, qu'elle a pu attester. Et puis après, elle a pu aussi lui donner des conseils. On lui disait, voilà, tu veux travailler en restauration, je t'attribue des badges. Et puis, il y a des badges sur lesquels il faut que tu travailles encore, parce qu'il y a certains points que tu pourrais encore améliorer. Et donc, ça se fait… Ça, ces éléments-là… Comment ? Ces éléments-là, Anne-Marie, juste pour préciser, tous les commentaires, en fait… parce que là, vous voyez en fait sur ce profil que la partie positive, puisqu'on travaille vraiment dans cette approche-là. Peut-être que Julien, tu pourras en dire un mot après. Et donc, toute la partie finalement sur les commentaires privatifs se reste entre l'apprenant et donc son animateur et l'accompagnant, qui vont pouvoir donc voir en fait les éléments où il doit encore progresser pour avoir des attentions sur finalement ces pistes d'amélioration et donc pour créer des situations où on va pouvoir mettre en situation la personne pour s'améliorer. Merci beaucoup, en tout cas, pour ces 4 présentations très inspirantes et très précises également pour tous ces exemples. Il nous reste à peu près une dizaine de minutes. Peut-être qu'on pourrait passer à un temps d'échange, de questions. Il y a eu quelques questions déjà dans le chat auxquelles Julien a répondu de façon assez précise. Je ne sais pas si un des intervenants a envie d'allumer son micro, de réagir à l'oral, peut-être de présenter une démarche qui mène aussi, ou qu'il ou elle mène sur la valorisation des compétences, ou si vous préférez réagir dans le chat. Mais en tout cas, n'hésitez pas, si jamais vous avez envie de prendre la parole, on peut se laisser ces quelques minutes pour échanger tous ensemble. Alors, moi, je voudrais rajouter quelque chose, parce que j'ai une double casquette, je suis recruteur dans la petite enfance. Je ne connaissais pas du tout les badges avant que Julien et Valentin viennent frapper à la porte. Et je me suis dit, bon, super, ils vont avoir des badges de compétences, mais si c'est reconnu par personne, ça ne servira à rien. Le positif de cette expérience, c'est que maintenant, j'ai les agents de la ville qui demandent à également pouvoir être accompagnés pour avoir des badges de compétences. C'est-à-dire que là, sur une échelle très territorialisée, ils se rendent compte de l'intérêt, ils se rendent compte de ce que ça va leur apporter en valorisation, en confiance de soi. Et maintenant, ce sont les tuteurs
qui nous demandent de mettre en place des actions où eux-mêmes vont avoir des badges. Donc, ce qu'on a commencé à faire sur sur la première passerelle et ce qu'on va renforcer parce que je pense qu'il n'y a pas mieux qu'un détenteur de badge pour reconnaître la valeur du badge de l'autre. Donc, Julien, je pense qu'il va rebondir, je le vois. Ouais. Je le vois. Ouais, merci beaucoup pour cette intervention. Ça me permet justement de préciser quelque chose qui est fondamental. C'est que le badge, c'est un outil au service de la reconnaissance. Et en fait, tu parles de la notion en fait, comment dire, de confiance qu'on peut avoir dans ces systèmes de badge et de ces usages. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que c'est très territorialisé, justement, ces systèmes de confiance, et qu'on parle dans le petit microcosme de l'open badge d'écosystème de la reconnaissance, et c'est vraiment écosystème territorial. Et il y a pas mal d'expérimentations qui se mettent en place de cette manière-là. Et c'est même le principal moyen de développer le badge. C'est avant tout dans un petit écosystème à l'échelle territoriale, de mettre autour de la table un certain nombre d'acteurs qui vont se reconnaître dans cette histoire de badge et qui vont essayer, vouloir les utiliser, définir quel badge, pourquoi faire, comment. Et voilà, et ça me permet juste de dire que c'est bien un outil au service de la reconnaissance. Et finalement, on peut aussi on pourrait aussi imaginer de le faire sans badge, mais c'est un outil qui porte beaucoup avec lui et qui aide en fait à passer à l'action sur ces sujets-là. Alors, il y a plusieurs questions dans le chat. Je vais peut-être en poser 3 en même temps pour que vous puissiez répondre à celle que vous voulez. Une première question de Gaëlle, déjà, qui nous demande si ce serait possible de préciser le rôle d'animateur et le rôle de coordinateur dans votre démarche. Et 2 autres questions sur la méthode de reconnaissance. Une première question de Jérôme qui demande s'il y a une méthode pour permettre aux personnes de transformer les badges, de se les approprier pour les mettre en mots, pour les décrire, je pense. Et une deuxième question d'Emmanuel qui nous demande est-ce que les compétences que vous avez identifiées pour une reconnaissance par les badges ont été retenues avec les personnes, ou êtes-vous partie des compétences habituellement attendues par les recruteurs? Donc, 3 questions, une sur le rôle animateur-coordinateur, une question sur comment est-ce que les personnes peuvent mettre en mots ensuite ces compétences badgées, et comment ont été choisies les compétences définies par les badges. Alors, je vais me lancer, puis vous me complétez, mais du coup, sur les compétences, on est parti de référentiels existants, comme Cléa, comme le Rectech, comme les habiletés professionnelles, qui est un référentiel de Pôle emploi, et voilà, et d'autres référentiels qu'on a agrégés, et ça nous a permis de dégager un premier catalogue de 75 badges. Et ensuite, c'est sur les territoires, les acteurs qui vont sélectionner parmi parce que 75 badges, c'est énorme, et c'est trop, on peut pas jouer, c'est trop compliqué de jouer avec autant de compétences. Et donc, chacun va se refaire une petite shortlist, son pack de badges à lui. Et souvent, on a eu cette approche sur les territoires. Et typiquement, avec Anne-Marie à Trajet, on est allé proposer à chaque encadrant technique de dire, moi, dans les séquences que j'anime, par exemple l'atelier de peinture, je suis capable d'observer telle et telle compétence. Et du coup, il a sélectionné les compétences à partir de ce qu'il est en mesure d'observer. Et donc, en fait, c'est une démarche aussi pédagogique mais du coup, plutôt avec la partie accompagnateur, voire entreprise, dans un premier temps, qu'avec les apprenants. Cela étant dit, et c'est aussi tout l'objectif du badge, c'est de pouvoir, en dialogue avec les apprenants, créer éventuellement leur propre badge. Ils peuvent avoir leur badge à eux, ou ils peuvent aussi aller vouloir en récupérer certains, mais on peut créer un badge un peu sur mesure via des techniques comme l'entretien d'explicitation ou des choses comme ça, où on les fait raconter des expériences qu'ils ont vécues, comment, pourquoi. C'est aussi une façon pour nous
de pouvoir badger ce qu'ils ont fait avant qu'ils arrivent dans le parcours. Donc, j'ai envie de dire les deux, mais nous, on s'est principalement, on est principalement parti du côté accompagnateur, tuteur, pour trouver ça, et notamment avec Anne-Marie ou Alexandre sur un travail méticuleux et super intéressant avec les tuteurs qui, justement, aussi qui est un travail réflexif pour eux de savoir dans chaque situation qu'est-ce que je peux observer, quoi, en quelque sorte. Et pour répondre à la Et partie sur les mots, il y avait un moyen mémotechnique. En fait, les badges, c'est vraiment un moyen mémotechnique, autant pour Anne-Marie, face à des personnes qui ne parlent pas français, parce qu'on a mis des images sur les badges, et donc ça permettait d'identifier certaines choses. Et je vous en ai montré quelques-uns qu'on avait mis enfin, que Anne-Marie, l'équipe de Nantes ont mis en fiche, pour qu'en fait, ça devienne quasiment des objets avec lesquels ils pouvaient jouer. Euh, et à la fin d'un atelier, par exemple, la personne utilisait ces badges-là pour parler de son expérience qu'elle venait de vivre, pour en fait avoir des appuis sur lesquels faire sa réflexivité. Et ça a été aussi assez facilitant pour les personnes de la enfin, du SAS petite enfance avec Alexandre, c'est que quand on revenait sur une expérience passée, ils avaient déjà l'ensemble de ces badges qu'on a, nous, découpés parfois par secteur pour avoir des petites listes de 10 badges, 10-15 badges. Et ça leur permettait de sélectionner finalement des éléments sur lesquels ils voulaient se valoriser et d'avoir des mots repères aussi pour parler de leur expérience. Donc c'était vraiment facilitant. Notamment, on l'a vu pour le dernier jour, où, en affichant leur profil en visioprojecteur, ils pouvaient voir ce qu'ils avaient fait et donc avoir plus facilement des mots qui venaient pour revenir sur ce qu'ils avaient vécu. Pour la notion des badges qui ne sont pas acquis, qui était la dernière question, souvent le badge n'est pas donné à la personne. Tout simplement, en fait, on travaille vraiment sur la partie positive de ce qui a été fait. Donc même, il y a eu des situations où l'animateur n'avait pas eu le temps d'aller jusqu'à cette étape de son animation, donc il ne pouvait pas reconnaître les personnes. Simplement, ils ne sont pas ajoutés. On a vraiment travaillé la partie plus positive de l'utilisation de certaines compétences. Et on a simplement testé une petite chose, c'est qu'on pouvait donner un badge, on pouvait donc dire qu'il était encore en cours d'acquisition, c'est-à-dire qu'il y avait encore des progrès à faire. Et à ce moment-là, la personne pouvait mettre des commentaires en privé pour dire, sur ce badge-là, tes prochaines étapes pour l'avoir dans son entièreté, ça serait ça et ça. Qui donnait en fait des pistes d'amélioration pour que la personne aussi ait des feedbacks par rapport à ça. Oui, alors pour rajouter à Valentin sur ces badges, en fait, pour leur donner de la consistance, on indiquait que c'était des badges à challenger. Donc, les apprenantes savaient quels étaient les badges qu'elles pouvaient obtenir d'après leur tuteur. Elles avaient des fois des situations à créer, des situations de travail à mettre en place. En effet, c'est positif, mais c'est aussi dynamique. Parce que même en cours d'immersion professionnelle, elles avaient cette possibilité de savoir là où elles allaient aller. Voilà. Et donc, il y avait vraiment cette partie des badges qu'elles allaient reconnaître tous les acquis précédents et les badges qu'elles ont pu obtenir dans la partie immersive. Et pour beaucoup, donc, elles se sont projetées ensuite, parce qu'on a eu des beaux discours le dernier jour, ou en tout cas, il y en a pas mal qui s'imaginent bien continuer dans ce secteur-là. Et je pense que c'est là la réussite du projet. Merci beaucoup. Et juste pour finir là-dessus, l'auto-évaluation, c'était donc, pour finir avec Alexandre, c'est qu'on travaille aussi sur l'auto-évaluation, c'est-à-dire qu'il y a autant l'animateur qui donne des badges, mais la personne après peut aussi travailler et elle-même ajouter son avis pour compléter, finalement, avoir cette reconnaissance à 360 degrés, qui était donc mon mot de la fin. Merci Valentin, merci à tous les quatre, vraiment pour vos présentations qui ont été vraiment très, très enrichissantes.